Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour la planète demain, l'émission optimiste et positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales et qui plus est vous réconcilie avec l'écologie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs de l'écologie positive. J'ai nommé Pascal Housset, président de la Fédération française du bâtiment, qui réagira sur le plan d'électrification et la décarbonation du bâtiment face aux principes de réalité, ainsi que Florence Jasmin, qui, elle, est déléguée générale du PEX, alors qui nous expliquera un petit peu de quoi il s'agit, mais l'Association nationale des clusters, pôle de compétitivité et association professionnelle des secteurs de l'environnement, de l'énergie et de l'économie circulaire. Bonjour Pascal, on va démarrer donc avec vous. Bonjour. Alors, le 10 avril dernier, le Premier ministre a annoncé une accélération de l'électrification des logements et elle passera par l'exclusion de certaines solutions telles les chaudières à gaz et autres pompes à chaleur hybride. Vous alertez sur les limites du réseau électrique. Est-ce que vous estimez que le débat actuel manque de réalisme ? Oui, alors effectivement, la position à la FFB et le groupe que je représente, je président des entreprises de génie climatique, c'est plus de 15 000 entreprises sur l'ensemble du territoire. Ce qui est important à retenir, c'est que d'abord nous prenons la décarbonation des bâtiments avant toute chose, mais avec méthode, effectivement, avec réaliste. Et là, on a quelques inquiétudes quant à la capacité au réseau d'Enedis de pouvoir répondre à la demande. D'ailleurs, il suffit d'écouter un peu les chiffres qui sont annoncés, à savoir que ce soit Enedis ou RTE qui annonce un programme sur 10 ans évalué à plus de 90 milliards d'investissements. Donc, ça laisse à penser quand même qu'il y a encore des choses à faire au niveau du réseau. Alors, l'électrification, est-elle, selon vous, plutôt une réponse universelle ? Non, encore une fois, nous on prône, quand j'ai le mix énergétique, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ça soit pour pouvoir pallier aux pointes hivernales, d'ailleurs il y a des études qui le démontrent bien, et puis aussi par rapport à l'adaptation du réseau, on a besoin d'avoir le complément d'autres énergies, et notamment quand je dis ça, je pense au biogaz, je parle pas, bien évidemment les énergies fossiles vont être à proscrire le plus rapidement possible, surtout dans le contexte géopolitique que nous avons en ce moment, mais on a la possibilité d'avoir aujourd'hui un gisement incroyable de biogaz qui est produit par nos agriculteurs. Donc c'est plutôt un circuit plutôt vertueux et c'est dommage de ne pas mettre suffisamment en valeur cette production de biogaz. Rappelons que l'objectif c'est 20% de taux de couverture de biogaz d'ici fin 2030. Donc c'est quand même une forte capacité pour notre territoire. Est-ce à dire que le réseau électrique français est actuellement le maillon faible ? Oui, alors on a bien vu dans la politique pluriannuelle de l'énergie qui a été présentée, la production, on sait qu'il y a on a la chance d'avoir des centrales nucléaires décarbonées, on en a d'autres qui vont être à construire mais qui sont pas encore financées et qui sont pas non plus encore construites, et puis la multiplication des usages. Et alors nous on n'est que sur le vecteur, j'ai envie de dire chauffage et production d'eau chaude sanitaire qu'il faut pas oublier également, mais on parle même pas de la mobilité. Si on rajoute à ça la mobilité, on est sur des attentes et des demandes très très importantes. Cela change la donne, j'imagine. Complètement. Et en quoi ? En fait, en termes de besoins, en termes de raccordement et en termes encore une fois, de robustesse des réseaux, on a la chance aujourd'hui d'avoir un réseau gazier historique existant dans lequel on peut injecter du biogaz. C'est déjà le cas. On est en injection directe maintenant dans les réseaux. Donc, c'est du circuit court. Moi, par exemple, je suis en Seine-et-Marne. On a 27% de taux de couverture en biogaz in situ dans le département. Donc, comme quoi, on a des productions qui sont quand même intéressantes à exploiter sur l'ensemble des réseaux gaz. Et qu'est-ce que le terrain vous apprend aujourd'hui sur la décarbonation du bâtiment ? Alors c'est quelque chose où on est déjà très engagé. Depuis 2019, nous à la Fédération française du bâtiment, on a tout de suite été très engagés dans une démarche de rénovation des bâtiments, aussi au niveau de la construction, puisqu'on est déjà à se projeter à horizon 2050, c'est-à-dire construire aussi de manière décarbonée, rénover les bâtiments de manière décarbonée. Et là, ce qu'on peut également regretter, c'est qu'on a sorti du spectre aussi l'isolation des bâtiments dans la rénovation, beaucoup moins aidé.
Et nous, on reste franchement, j'irais sûr qu'il faut d'abord isoler les bâtiments avant de mettre des pompes à chaleur. Aller chauffer des bâtiments qui sont des passoires thermiques, c'est un peu dommage, et quel que soit le mode de chauffage d'ailleurs. Bien sûr. Alors, pourquoi la solution hybride répond-elle mieux à certaines contraintes techniques ou économiques ? Alors l'hybride, moi je dis toujours, c'est le meilleur des deux mondes, parce qu'en fait, là où on peut pas électrifier justement pour les raisons qu'on a invoquées, c'est-à-dire le problème de réseau ou des bâtiments pas suffisamment isolés, permet de cranter le système d'installation, d'avoir toute la souplesse, c'est-à-dire les périodes les plus froides, là où on aura besoin du réseau électrique, finalement, on a le biogaz qui peut venir en appoint, puisqu'on parle bien d'un appoint, l'hybride, en fait, l'énergie gaz-biogaz n'est que l'appoint en fait du système de chauffage. Donc il vient renforcer le réseau, il vient apporter de la souplesse au réseau. Et puis pour le client final, pour le consommateur, finalement, c'est aussi ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, c'est-à-dire qu'il profite de deux systèmes d'énergie décarbonés pour lesquels il peut utiliser en fonction des prix énergétiques, avoir la souplesse aussi en termes d'usage et de consommateur. Alors, j'ai lu sur Internet, sur un article que vous aviez écrit, que vous appeliez un langage de vérité. Est-ce à dire que l'on ne nous dit pas tout aujourd'hui ? Oui, alors on commence à avoir les langues qui se délient, parce qu'effectivement on se montre insistant sur ce point-là, puisque nous finalement, quand on nous dit 1 million de pompes à chaleur chaque année à horizon 2030, la filière est prête. C'est-à-dire que là, je parle en tant qu'aussi membre de l'Association française des pompes à chaleur au conseil d'administration. On a les industriels aujourd'hui qui sont prêts à produire. Nous, on a plus de 15 000 entreprises Qualipac aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Donc nous sommes prêts. Par contre, on voudrait avoir la clarification la robustesse du réseau et la faisabilité avec une cartographie qui nous permettrait véritablement de mener nos actions en développement là où c'est, aujourd'hui de manière sûre que le réseau va répondre à la demande, et peut-être mettre un peu d'hybride dans les zones où ça nécessite peut-être ces 10 ans de développement de réseau. Voilà. Donc quand on parle de vérité, c'est qu'on aimerait et notre demande elle est vraiment importante à prendre en considération pour la réussite de la décarbonation des bâtiments. Et si vous aviez justement un message à faire passer au gouvernement ou à adresser au gouvernement, quel serait-il aujourd'hui ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est se mettre autour de la table avec les gens d'Enedis et RTE et de pouvoir travailler ensemble. D'ailleurs, on espère que Enedis rejoindra l'AFPAC et CEPAC qui a été mis en place depuis peu, de manière à ce qu'on puisse travailler sur cette cartographie et sur ce plan d'action au niveau des territoires. Eh bien, le message est passé. Merci infiniment, cher Pascal Housset, président de la Fédération française du bâtiment. Nous allons faire une courte pause et nous retrouver dans un petit instant sur Sud Radio avec nos deux invités, bien entendu, mais surtout avec Thibaut, notre French Trotter national, qui lui, aujourd'hui, continue son périple autour de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, vous êtes toujours sur Sud Radio pour la planète demain, toujours en compagnie de nos deux invités et de Thibaut, le fameux French Trotter de l'émission, qui finalement a élu domicile à bord du ballon Generali, afin de nous en dire plus sur son rôle essentiel et notamment sur l'étude des maladies respiratoires et leur prévention. Et oui, Christophe, en marge de ma balade dans les airs, j'ai rencontré le professeur Bruno Crestani, président de la Fondation du Souffle, qui exploite les données récoltées par le ballon. Il nous explique d'abord en quoi les maladies respiratoires représentent un enjeu majeur de santé publique. Personne ne le sait, pourtant c'est extrêmement important. On estime aujourd'hui qu'il y a 10 millions de personnes en France qui sont atteintes de maladies respiratoires. Asthme, BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a 3 millions d'apnéiques. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est une maladie respiratoire. Et on oublie des maladies qui sont moins fréquentes mais extrêmement graves. Cancer du poumon, plus de 50 000 cas en France chaque année. En quoi les données récoltées par le ballon, qui jouent un peu le rôle de vigie, sont importantes justement dans le cadre de la prévention de ces maladies ? Alors il y a un point très important, c'est que pour lutter contre un ennemi, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut le mesurer. On ne mesurait pas la pollution. Le jour où on s'est mis à la mesurer, on a été capable de faire le lien entre l'intensité d'exposition à un agent polluant, par exemple les particules fines, et des accidents de santé respiratoire,
cardiovasculaires, neurologiques. Et donc, une fois qu'on s'est mis à le mesurer, on a été capable de faire des politiques pour le réduire. On mesure la réduction et en même temps, on mesure la réduction des maladies. C'est ce que fait le ballon. Le ballon, il est là comme une vigie. Il va mesurer l'exposition aux antigènes. Les pollens, c'est des allergènes, mais également aux particules fines, aux gaz. Et donc, il va nous donner une photographie de l'état de la pollution aujourd'hui par rapport à hier. Et ça va impacter les décisions qui vont permettre d'avoir un meilleur futur. Et justement, ces données, qu'est-ce qu'elles vous ont appris ? Ce qu'ils nous ont montré, c'est que la pollution globalement diminue en Île-de-France. Et ça, c'est la résultante de plein de choses qui sont faites en même temps. Il y a moins de véhicules diesel. Il y a des modifications dans la façon de se chauffer. Il y a aussi une modification du trafic autoroutier. Moins de voitures dans le cœur de Paris. L'ensemble de tout ça aboutit à moins de pollution. Ça se mesure. Et ces mesures, depuis 20 ans, clairement, elles montrent la diminution. Et en même temps, on peut l'associer à une diminution de certaines maladies respiratoires à Paris, intramuros. Et ça, je pense que ça rend optimiste. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Alors, je suis avec le docteur Jean-Philippe Santoni, pneumologue à la Fondation du Souffle, qui me propose de prendre mon souffle. Alors, comment ça se passe ? Donc en fait, dans le cadre des actions d'information du public, nous pratiquons des mesures du souffle avec un spiromètre de poche là que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais petit appareil électronique de la taille d'un téléphone portable muni d'un embout dans lequel vous allez souffler et qui va mesurer 3 éléments de votre souffle. Le volume expiratoire maximal qui finalement mesure un peu l'élasticité de vos bronches. La capacité vitale, qui est la quantité d'air que vous pouvez mobiliser dans vos poumons après une inspiration et une expiration forcée. Et puis le rapport des deux, qu'on appelle le rapport de Tifno, du nom du médecin qui l'a décrit, et qui lui est un indicateur de la présence ou pas d'une obstruction bronchique. Là, j'ai paramétré l'appareil avec vos données. Donc, quand vous êtes prêt, vous me dites « je suis prêt ». Je suis prêt. Soufflez 6 secondes. C'est bien. C'est un peu long, vous voyez. Alors docteur, le résultat ? Les résultats sont très satisfaisants. Vous n'avez pas d'obstruction bronchique. Vous avez une bonne élasticité bronchique. Quelles sont vos préconisations de manière générale, docteur, pour améliorer sa santé respiratoire ? La première, c'est de ne pas s'exposer aux polluants intérieurs. La deuxième, c'est de pratiquer une activité physique ou sportive adaptée à vos capacités. Et la troisième, c'est de vous prémunir des virus respiratoires qui sont des agresseurs du souffle. Merci beaucoup, docteur. Et donc je conserve ma fiche de résultats. Donc émise par la Fondation du Souffle. Merci beaucoup. Eh bien, des conseils précieux que l'on retiendra, bien entendu. Merci au professeur Santoni et merci à Thibaut, qu'on va retrouver dimanche prochain à la même heure sur Sud Radio pour un nouveau reportage en immersion. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de notre émission La planète demain, qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Florence Jasmin, qui est déléguée générale du PEX, Association nationale des clusters, pôle de compétitivité et association professionnelle des secteurs de l'environnement, de l'énergie et de l'économie circulaire. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale Méditerranée et titulaire d'un master spécialisé en ingénierie et gestion de l'environnement. Vous travaillez depuis plus de 30 ans sur les enjeux environnementaux, énergétiques et de préservation des ressources et aujourd'hui, vous dirigez donc le PEX. Pour nos auditeurs, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter le PEX en quelques mots ? Alors, le PEX, c'est une association qui fédère, comme vous l'avez dit, les réseaux, les pôles de compétitivité et clusters. L'objectif, c'est d'accompagner, de donner la visibilité aux entreprises françaises de la transition écologique qui sont fédérées au sein de ces clusters et puis d'accélérer la transition écologique. Ça représente 40 réseaux. On a parlé tout à l'heure du biogaz. Donc, on a nos adhérents, c'est Biogaz Vallée. Là, on vient d'écouter un reportage sur la qualité de l'air. Donc, l'association professionnelle, c'est la FIMEA. Ça fait partie de nos réseaux et ça fait 6000 entreprises. Ah, ça fait beaucoup de choses et ça fait beaucoup d'activités, mais quelle est la mission principale de votre association aujourd'hui ? C'est de donner de la visibilité à ces entreprises porteuses de solutions. Parce qu'il y a beaucoup de solutions et on ne les voit pas forcément et on cherche toujours, mais déjà notre objectif c'est d'accompagner le développement de ces entreprises. Alors vous le disiez, le réseau PEX regroupe près de 6000 entreprises, mais quels sont leurs profils globalement ? Ce sont souvent alors il y a les grands groupes qui sont historiques et il y a une myriade de petites entreprises à côté. En moyenne, puisque le PEX opère l'Observatoire des éco-entreprises de France avec le soutien de l'ADEME, en moyenne ce sont des entreprises autour de 20 collaborateurs. Donc des petites boîtes souvent très dynamiques, très positives, ancrées dans les territoires, dans toute la France. Et quels sont les secteurs clés dans lesquels ces entreprises interviennent ? Alors je ne pourrais pas dire plus celui-là,
Les grands secteurs, et puis on voit des évolutions au niveau des tendances. Il y a eu des périodes très efficacité énergétique, énergie renouvelable. On parle beaucoup maintenant d'économie circulaire, on parle de numérique responsable. On voit de plus en plus d'entreprises dans la biodiversité, des entreprises de la qualité de l'air. Globalement, il y a à peu près le secteur peut-être le plus important, c'est l'énergie, suivi de l'économie circulaire et des déchets, ou enfin quasiment pareil, et puis ensuite eau, air, sol notamment. Ah oui. Et en quoi le PEX joue-t-il un rôle essentiel dans l'environnement et l'énergie en France ? Le PEX représente toutes ces petites entreprises porteuses de solutions. Donc c'est décrypter l'écosystème, c'est de valoriser ces entreprises et puis d'offrir des opportunités pour qu'elles se développent. Alors vous insistiez tout à l'heure sur les actions concrètes justement. Pouvez-vous nous donner des exemples précis ? Alors dans nos actions, on en a beaucoup. Donc il y a celles opérées par le PEX, il y a celles opérées par nos réseaux. Notamment, nous, on organise régulièrement des événements de mise en relation. On n'est pas une association pour faire de l'événementiel. Mais on a organisé dernièrement le Forum national des éco-entreprises qu'on a fait au ministère de l'économie. Et ça se caractérise par des vitrines de l'innovation où on va valoriser et mettre en avant des entreprises dans différentes thématiques. Ça peut être sur l'énergie, sur la ville durable avec les sujets et les enjeux d'adaptation, sur l'économie circulaire, avec des pitchs de solutions. Des grands comptes qui notent. Ce qu'on veut, c'est des solutions opérationnelles. C'est pas la plus innovante, mais c'est celle qui est prête à être utilisée. Et puis, il y a aussi beaucoup de rendez-vous en B2B et des ateliers thématiques pour des opportunités marché pour les entreprises. Alors, vous travaillez également à l'international, mais quels sont les enjeux de ces partenariats à l'étranger ? Alors, le PEX, c'est surtout là, à l'international, pour faire connaître ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que la ligne de conduite du PEX, c'est on va pas refaire ce qui est déjà très bien fait ailleurs. Donc, c'est organiser des groupes de travail avec nos réseaux pour partager, mutualiser, savoir ce qui va se passer en délégation et valoriser ces entreprises françaises à l'international. Alors, vous parliez aussi d'une espèce d'observatoire des éco-entreprises. Quel rôle joue cet observatoire, notamment dans la stratégie ? Dans la stratégie, ça permet de mieux connaître quels sont les besoins des entreprises. Enfin, ça répond. En fait, l'observatoire est lié à notre annuaire national et quand une entreprise se référence dans l'annuaire, c'est gratuit pour l'entreprise et elle répond en contrepartie à près de 40 questions. Et ces 40 questions nous permettent d'avoir des chiffres clés sur combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes dans les entreprises, savoir si elles vont à l'international, dans quel pays, quels sont leurs besoins. Comme ça, on sait que le besoin prioritaire, c'est le business. Après, c'est le financement. Et ça permet, vous demander quelles sont les actions concrètes. On a aussi un événement très orienté finance où on va mettre en relation les investisseurs de la transition écologique et les entreprises qui veulent lever des fonds. Et aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels font face les éco-entreprises ? Ce sont des petites structures et c'est comme tout chef d'entreprise, c'est gérer tous les besoins qui sont aussi bien les sujets RH, les sujets maintenant cybersécurité, les sujets... Il y en a tellement, il y a ça, plus le développement de l'entreprise, plus donner de la visibilité, plus donc et puis pas simple de répondre en même temps à des marchés publics, des marchés privés. Là, on parle de facturation électronique. Enfin, il y a tellement de sujets qui arrivent tous les jours. C'est une entreprise qui travaille dans le sujet de l'environnement, mais ça reste une entreprise. Et comment vous contribuez à accélérer la transition écologique concrètement sur les territoires, Alors, si les entreprises se portent bien, déjà, c'est bien. Ça permet de créer de l'emploi et puis ça permet de faire connaître ces solutions au niveau des territoires. Et puis, on est vraiment là aussi avec nos réseaux qui sont ancrés dans les territoires pour faire connaître ces solutions. Donc, si le territoire a besoin de solutions, il va chercher dans ce vivier de proximité. Et en conclusion, quelles sont les priorités que se donne le PEX pour un avenir durable ? C'est de poursuivre à donner de la visibilité à ces solutions. Donc on s'est dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des solutions et on va essayer de travailler encore plus sur ces enjeux-là, c'est faire connaître tout ce savoir-faire dans les territoires. Et en 3 mots, si vous aviez en 3 mots ou 4 mots ou 5 mots, si vous aviez une définition, votre définition de l'écologie positive, laquelle serait-elle ? C'est une question piège, ça. L'écologie positive, c'est de se dire, on a déjà fait beaucoup de choses et on peut encore faire beaucoup de choses, mais s'appuyer sur tout ce qu'on a. Merci infiniment, chère Florence Jasmin, déléguée générale du PEX, l'Association nationale des clusters, pôle de compétitivité et association professionnelle des secteurs de l'environnement, de l'énergie et de l'économie circulaire. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche. Avant de céder le micro à Alain Marty pour l'émission Invino, qui est à écouter sans modération, vous l'aurez compris. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dès demain matin à 7h35 pour la Minute Planète et bien sûr dimanche prochain à 12h30 sur La Planète Demain. En attendant, rendez-vous sur notre plateforme digitale de télévision accessible à tous, www.laplanetedemain.plus. Prenez soin de vous, de vos proches et bien entendu de la planète. À très vite.
Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens.